Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit hors-série par rapport à ce que je fais habituellement. J'aime bien de temps en temps vous raconter des choses par rapport à ce qui m'a intéressé sur le moment, et dernièrement je me suis plongé dans le monde du Far West. Ça sort de nulle part, je me suis fait Red Dead Redemption 2, j'ai adoré, Arthur Morgan est jamais dans nos cœurs, et du coup généralement quand je me plonge dans un univers, j'aime bien regarder plein d'œuvres en lien avec cet univers. Donc j'ai par exemple regardé le film de Django, et il y a un personnage dans le film précisément qui m'a particulièrement intéressé. Ce personnage, c'est celui du docteur King Schultz. Et dans le film, il a un métier très particulier. Ce métier, c'est celui de chasseur de primes. C'est quelque chose d'un peu sombre, donc je me suis renseigné et en réalité, il n'y a pas vraiment d'informations que ça sur ce fameux métier. Et j'ai fait des petites trouvailles. Alors ça n'a pas nécessité des recherches monstrueuses parce que tout le monde peut le voir, mais qui m'ont apporté une petite réflexion. Je me suis dit, ah ouais, ok, ça va être le sujet de la vidéo. Les chasseurs de primes, dont un en particulier. Mais avant qu'on aborde le sujet de cette personne précisément, il est peut-être bon de rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai que ça peut être un sujet assez méconnu, ce qu'est un chasseur de primes. Un chasseur de primes, c'est un agent privé qui travaille pour un garant de caution judiciaire. En anglais, on appelle ça le bail bondsman. Et la mission de ce fameux chasseur, c'est de retrouver et capturer des fugitifs ou des criminels en l'échange de pépettes, d'argent qu'on appelle une prime. Officiellement, cette profession, ça s'appelle un agent d'exécution de caution ou alors un agent de récupération de fugitifs. Le terme chasseur de primes, c'est plus pour le grand public. Et historiquement parlant, c'est un métier qui a dû subir des évolutions parce que le côté légal, juridique, a aussi évolué par rapport à la vision de la profession. Parce que dans les faits, finalement, un chasseur de primes, c'est quelqu'un comme vous et moi. Ce n'est pas un policier, ce n'est pas un shérif, c'est vraiment un citoyen qui peut avoir une licence, qui va aller traquer des criminels. Donc naturellement, il ne va pas avoir les mêmes droits ou la même protection qu'un policier ou un shérif peut avoir. Par exemple, si dans le cadre de la récupération d'un criminel, un policier tire sur le criminel et quelqu'un dans les parages se prend une balle perdue, le policier va avoir en quelque sorte, je vous la fais très vaguement, une sorte de protection, une immunité par rapport à ce qu'il a fait parce que c'était dans le cadre de la récupération d'un criminel. Un chasseur de primes, lui, si jamais il tire sur quelqu'un, il peut être clairement condamné pour ça. Donc si les chasseurs de primes clairement abusent de méthodes controversées, ils peuvent être condamnés pour ça. Par exemple, si quelqu'un de lambda, un citoyen ordinaire, se fait interroger par un chasseur de primes, le citoyen a le droit de ne pas avoir envie de répondre à ces questions, alors que face à un représentant de la loi, là, le citoyen doit faire ce qu'on lui dit. Généralement, les chasseurs de primes travaillent en tant qu'indépendants. C'est en quelque sorte des auto-entrepreneurs qui datent d'il y a longtemps. Ils sont rémunérés uniquement par rapport aux primes qu'ils récoltent vis-à-vis des fugitifs qu'ils ramènent. Donc si un chasseur de primes décide de se lancer corps et âme dans cette profession et que pendant 10 ans, il ne ramène personne, il ne touche absolument rien. Et ce qui est fou avec ça, c'est que la notion de chasseur de primes, en tout cas moi, ce que j'avais comme notion de cette profession, ça remontait à l'époque du Far West avec les célèbres bandits qui étaient chassés par ces fameux chasseurs de primes. Mais en fait, ça remonte à bien plus longtemps que ça. On trouve des traces de chasseurs de primes déjà au Moyen-Âge. Mais c'est aux États-Unis en 1872 que là, la profession a été plus officiellement reconnue. Et bien que dans le monde entier, on pouvait retrouver ici et là des chasseurs de primes, c'est principalement aux États-Unis qu'ils exercent tous. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, c'est probablement parce que la chasse à la prime est interdite dans de nombreux pays. Mais par contre, même aux États-Unis, c'est assez complexe parce que certains États qui font partie des États-Unis soit n'autorisent pas la chasse à la prime, soit la régulent fortement. Et dans d'autres États, c'est totalement libre. Si je reviens sur la notion que j'avais des chasseurs de primes, moi j'imaginais la chose un peu, vous savez, le cow-boy un peu charismatique avec son chapeau, son manteau en cuir, qui marche tout seul dans le désert et puis il trouve un bandit, et puis hop, il lui tire dessus avec son revolver. En fait, ça n'a pas commencé comme ça du tout, ça a commencé dans une période de l'histoire bien plus sombre parce qu'initialement, les chasseurs de primes, en tout cas ceux du Far West, là où ils ont vraiment commencé à se développer, c'était pendant une période très sombre et très raciste, à l'époque où les personnes de couleur étaient réduites en esclavage, et les chasseurs de primes n'étaient pas appelés chasseurs de primes, mais des chasseurs d'esclaves. Et leur rôle, c'était de chasser les esclaves qui fuyaient, par exemple, les plantations où ils avaient été affectés. Les premiers chasseurs d'esclaves qui étaient dans les Amériques ont été actifs dans les colonies européennes des Indes occidentales dès le XVIe siècle, donc entre 1500 et 1600. Donc on monte avant la période du Far West. Et on retrouve déjà ici des ressemblances avec ce qui deviendra plus tard la chasse à la prime, c'est que ces fameux chasseurs d'esclaves étaient engagés par
les propriétaires de plantations qui avaient des esclaves pour surveiller leurs plantations et chasser les esclaves qui s'étaient enfuis. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, le concept s'est développé et donc on retrouvait de plus en plus de chasseurs d'esclaves dans les colonies. Et ça s'est même développé à d'autres pays même, parce que même après la fondation des États-Unis, les chasseurs d'esclaves ont continué d'opérer et ils se sont même établis dans des pays où l'esclavagisme n'avait pas encore été aboli. Et même, ce qui était fou, c'est que ces fameux chasseurs d'esclaves avaient plus droits et de protection que les chasseurs de primes plus tard. C'est-à-dire, pour vous résumer très facilement la chose, c'est que les chasseurs de primes, quand ils cherchaient des criminels, pouvaient demander à des citoyens des informations et les citoyens n'étaient pas obligés de leur répondre. Mais dans les cas de chasse d'esclaves, là par contre, les citoyens avaient obligation de répondre aux chasseurs d'esclaves. Donc ils faisaient vraiment partie intégrante de tout ce système de l'esclavagisme et des autorités de l'époque. Naturellement, les chasseurs d'esclaves ont cessé toute activité quand il y a eu la ratification du 13e amendement en 1865, ce qui a aboli l'esclavage. Donc sans esclaves qui peuvent fuir parce qu'il n'y a plus d'esclaves, pourquoi avoir des chasseurs d'esclaves? Donc ces fameux chasseurs ont dû se reconvertir et c'est là qu'ils ont basculé vers la chasse à la prime, à la chasse de criminels. Et d'ailleurs, quelques années après la ratification du 13e amendement, en 1873, la Cour suprême des États-Unis a reconnu officiellement le rôle des chasseurs de primes, les intégrant donc pleinement dans le système judiciaire américain. Voici par exemple un extrait de ce qui a été dit pendant cette décision. Lorsqu'une caution est versée, le principal, c'est-à-dire la personne libérée sous caution, est considéré comme étant confié à la garde de ses garants. Leur autorité constitue une continuation de l'emprisonnement initial. Quand ils le souhaitent, ils peuvent l'arrêter et le remettre aux autorités. Et si cela ne peut être fait immédiatement, ils peuvent l'emprisonner jusqu'à ce que ce soit possible. Ils peuvent exercer ce droit eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un agent. Ils peuvent le poursuivre dans un autre état, l'arrêter un jour de sabbat, et si nécessaire, pénétrer par effraction dans son domicile pour ce faire. Cette arrestation ne repose pas sur une procédure légale ordinaire, aucune n'est requise. Elle est assimilée à l'arrestation d'un prisonnier évadé par un shérif. Donc, cette décision donne un certain pouvoir aux chasseurs de primes, une sorte d'autorité étendue. Donc, avec cette décision, les chasseurs de primes peuvent traquer, pister un fugitif sans avoir un mandat quelconque, et ils peuvent même entrer chez quelqu'un, alors pas n'importe qui, mais dans le domicile du fugitif, en utilisant la force si c'est nécessaire. Et donc, pendant cette fameuse époque, donc la période du Far West, grosso modo, les chasseurs de primes étaient demandés pour capturer soit des fugitifs ou alors enquêter pour retrouver des enfants, alors pas des enfants kidnappés, mais des enfants qui s'étaient enfuis d'un pensionnat pour autochtones, c'est-à-dire par exemple un pensionnat où il y avait beaucoup de natifs. Si des enfants s'enfuyaient, on envoyait des chasseurs de primes pour les traquer et les ramener. Et bien qu'on associe beaucoup de chasseurs de primes à cette fameuse période, en tout cas personnellement quand on me parlait avant de chasseurs de primes, je visualisais vraiment le cliché du Far West avec le désert, la ville un peu fantôme. Et bien il se trouve qu'en fait, en termes de métier, c'est une profession qui a réussi à survivre dans le temps. Et il y a eu des grands noms de chasseurs de primes qui existent, des personnes qui se sont démarquées, concrètement pour les chasseurs de primes des légendes, avec par exemple Thomas Tate Tobin, qui lui par contre a vraiment exercé pendant cette période du Far West. Et lui il est légendaire par rapport à la capture. Il a capturé par exemple deux personnes, Felipe Espinosa et son frère, qui étaient des criminels, qui n'avaient pas juste commis un braquage, ils avaient vraiment tué des gens. Et ce fameux Thomas Tate Tobin n'a pas ramené les criminels, il a juste ramené leur tête dans un sac. Parce que pendant une période, effectivement, la capture des criminels pouvait se faire morte ou vive. On a aussi le chasseur Ralph Papa Thorson, qui lui, pendant ses 40 ans de carrière, quand même, je vous ai dit qu'on était payé uniquement par les primes qu'on recevait, donc pour avoir une carrière aussi longue, ça veut dire qu'il fallait en ramener, et effectivement, lui, entre 1947 et 1991, il a capturé 12 000 fugitifs. Donc là, on était sur la période de l'après-guerre, et pour vous dire à quel point ce chiffre est énorme, c'est que 12 000 fugitifs sur 44 ans de carrière, ça voudrait dire que pendant sa carrière, chaque année, cet homme ramenait 272 fugitifs auprès des autorités compétentes. C'est absolument énorme. Et c'est aussi inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a au moins tout autant de crimes qui sont réalisés. En faisant mes petites recherches, j'ai aussi retrouvé la trace d'un chasseur de primes, enfin quelqu'un qui est considéré comme un chasseur de primes, mais qui remonte à très longtemps, un certain Charieto,
qui aurait exercé lui pendant l'Empire romain. Après, quelle est son histoire? On ne sait pas vraiment, c'est plutôt des traces de lui qu'on a retrouvées, on n'a pas son histoire complète et détaillée. Après, on l'associe, on va dire, au terme chasseur de primes par rapport à ce qu'il a fait, c'est-à-dire arrêter des criminels concrètement, mais rien ne dit que c'était sa profession et pas le fait d'un événement juste une fois. Bon, là vous avez des noms qui font rêver, ça peut sembler facile hein, quand on se dit que quelqu'un a pu arrêter 12 000 personnes en 40 ans, mais il faut aussi se dire que en face des chasseurs de primes, ceux qui étaient arrêtés, c'était pas des enfants de cœur, donc il est aussi fort probable qu'il y ait des personnes dont on n'ait absolument aucune trace, et ce à plein d'époques différentes, que ce soit le Far West, après-guerre, enfin à chaque fois qu'il y avait des chasseurs de primes en activité, qui eux ont perdu la vie. Et donc, pour vous la faire courte, quelqu'un s'est peut-être dit, bah tiens, je vais devenir chasseur de primes, je pense que j'ai un don pour ça. Il traque un criminel, il se fait avoir et il perd la vie, personne n'entend jamais parler de lui. Bien que ce soit un métier qui fasse partie du système judiciaire et que ce n'est pas un métier de policier ou de shérif, c'était quand même un métier extrêmement dangereux. Parce que les personnes qui étaient recherchées, c'était pas quelqu'un qui venait de voler une bouteille de jus d'orange, c'était généralement des personnes qui avaient commis des meurtres, qui avaient fait des braquages, vraiment des personnes avec qui on ne plaisante pas. Et certaines personnes, probablement par l'attrait de l'argent, à vouloir se faire de l'argent par ce biais-là, eh bien, je pense honnêtement que beaucoup ont perdu la vie en exerçant cette profession. Je vous ai parlé là il y a quelques instants de Charietto, donc un chasseur de primes qui remonte au IVe siècle, vraiment il y a des années. L'Empire romain c'était pas hier. Eh bien on retrouve aussi maintenant, encore aujourd'hui, des traces de chasseurs de primes. Des chasseurs de primes aux États-Unis sont encore en activité. Alors par rapport à toute la population américaine, le pourcentage de chasseurs de primes est très minime, hein, c'est pour dire il y en aurait entre 0,0045% et 0,006%. Donc je ne sais pas de quand date le recensement des chasseurs de primes que j'ai pu trouver. Le pourcentage a peut-être évolué, mais quoi qu'il en soit, aux États-Unis, il y a des centaines de millions de citoyens et des chasseurs de primes, il y en a entre 15 000 et 20 000. Donc c'est un pourcentage infime. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Le fait que c'est un métier dangereux. Est-ce que c'est un métier rentable? Ça peut l'être vraiment, vous allez le voir, mais si on a beaucoup de chance, si on est également un très bon chasseur de primes, parce qu'il y a aussi, je pense, les bons et les mauvais chasseurs. Et vous voyez les fameuses affiches Wanted, le truc cliché. C'est peut-être une des premières images qu'on a quand on évoque le terme de chasseur de primes. Wanted, on a la tête de quelqu'un, mort ou vif, rewards et le montant de la récompense. Ça se fait encore. Bon, c'est pas du tout comme à l'époque du Far West, hein, comme le cliché qu'on a en tête, mais sur ces affiches, il y a toutes les informations pour commencer une chasse. Et oui, sur le site du FBI, vous avez une catégorie où il y a des listes de personnes recherchées. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Vous avez des primes avec récompense et sans récompense. Les primes que j'ai vues principalement sans récompense concernent par exemple les personnes disparues, parce que des chasseurs de primes, bon là ce ne sont plus des chasseurs de primes mais plus des enquêteurs privés, peuvent retrouver des enfants qui ont été kidnappés par exemple. Mais il y a des fugitifs qui, s'ils sont capturés, eh bien, permettent d'obtenir une récompense. Et parfois à des sommes astronomiques. Vous avez en termes de catégorie les 10 personnes les plus recherchées, les fugitifs, les terroristes, les personnes kidnappées et les parents qui ont kidnappé leur enfant. Pour moi, personnellement, quand j'ai vu tous ces noms, il n'y en a absolument aucun qui me disait quelque chose. Aucun n'a fait allumer la lanterne que j'avais dans le cerveau. Pour moi, c'était que des inconnus, mais peut-être qu'aux États-Unis, ils les connaissent. Et justement, ces noms inconnus pour moi et probablement pour beaucoup de Français, je pense, sachant que ce sont des criminels américains, et bien pour les chasseurs de primes, c'est là un business extrêmement juteux. Prenons un petit exemple. Rouya Ignatova, une personne que je ne connais absolument pas, et peut-être que vous aussi vous vous dites, mais c'est qui cette personne? Eh bien cette dame est recherchée pour sa participation présumée à une fraude à grande échelle. À partir de 2014 environ, elle et d'autres personnes sont soupçonnées d'avoir escroqué des milliards de dollars à des investisseurs dans le monde entier. Elle était la fondatrice d'une entreprise, OneCoin Ltd, une société bulgare qui commercialisait une crypto-monnaie. Et pour mener à bien cette énorme arnaque, cette fraude, elle aurait fait de fausses déclarations pour inciter des investisseurs à investir encore plus d'argent. Ce qu'elle disait, c'était que les investisseurs devaient transférer des fonds sur des comptes au nom de l'entreprise pour acheter justement de la crypto-monnaie. Et au total, au bout de cette escroquerie, il y aurait eu plus de 4 milliards de dollars de détournés. Ce qui est absolument énorme. Jusqu'en 2017, cette fameuse Rouya Ignatova était la principale dirigeante de OneCoin, et en octobre de la même année, elle s'est rendue à Sofia en Bulgarie, ensuite en Grèce, et elle a peut-être voyagé ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a disparu. Selon les informations de l'affiche, elle pourrait voyager avec un passeport allemand, peut-être qu'elle va vers l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis. En tout cas, il y a des pistes sur les lieux, en tout cas les pays où elle pourrait s'être rendue. Et pourquoi est-elle partie? C'est qu'au début du mois d'octobre,
toute la fraude a été dévoilée. Cette femme a été inculpée devant un tribunal aux États-Unis et un mandat d'arrêt fédéral a été émis à son encontre. Un peu plus tard, le 6 février 2018, un nouvel acte d'accusation a été émis, inculpant Rouya de complot en vue de commettre une fraude électronique, mais aussi un blanchiment d'argent et une fraude boursière. Donc on a quelque chose de très sérieux, mais on ne parle pas ici de crimes où il y a meurtre ou ce genre de choses. On parle d'arnaque. Certes, concernant des millions de dollars, mais on a là une énorme fraude, une énorme arnaque. Selon vous, quelle est la récompense pour sa capture? Dites-moi les montants dans les commentaires, prenez le temps parce que je pense que le montant vous ne l'imaginez même pas. Et vous en êtes probablement même pas proche. La récompense pour capturer Rouya Ignatova peut aller jusqu'à 5 millions de dollars. 5 millions. Bon, cette personne, elle fait partie des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, donc ça s'explique. Et généralement, toutes les personnes qui font partie de cette liste ont des récompenses qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de dollars. Mais bon, un chasseur de primes qui commence, il tombe sur elle, il l'attrape, je pense qu'il se met extrêmement bien financièrement. On va prendre un autre exemple. Après, je me demande un peu comment sont les récompenses par rapport au crime commis parce que vous allez voir. On a un homme, Alvin Scott. Lui, il est recherché pour le meurtre de son ex-épouse, mais aussi de son compagnon. Un drame qui est survenu à Atlanta, en Géorgie, le 3 août 2001. Donc ça fait plus de 20 ans que cet homme est recherché. Les deux victimes ont été touchées par balle au torse et à la tête. Et donc le 4 août 2001, donc quelques jours après le drame, un mandat d'arrêt a été émis contre Alvin Scott par la ville d'Atlanta, donc l'endroit où a eu lieu le crime. Et c'est le 7 août 2001 que là, il y a eu un mandat d'arrêt fédéral qui a été émis contre Alvin Scott. Pour une autre raison, pour fuite illégale, afin d'échapper aux poursuites qu'il concerne. Dites un montant concernant sa capture, peut-être que là vous serez un peu plus proche, ou peut-être que vous serez un peu perturbé par le montant que j'ai dit juste avant. Là, si quelqu'un le capture, c'est 20 000 dollars. Et c'est ça, alors il y a sûrement des raisons, mais que je ne comprends pas trop, c'est comment d'un côté, alors oui, la fraude était énorme, on peut avoir jusqu'à 5 millions de dollars, alors que de l'autre côté, on a quand même quelqu'un qui a commis un crime mortel, et lui c'est que 20 000. Ce serait 500 000, 100 000, enfin vraiment dans ce genre de montant, je me dirais ok, ça c'est bien ajusté, mais 20 000 et 5 millions quand même, c'est pas vraiment le même budget. Bon, les récompenses font envie, forcément, c'est comme quand on voit qu'il y a 260 millions d'euros à gagner à l'euro-million, c'est juteux, ça donne envie de participer. Bah pour les chasseurs de primes, c'est pareil, voir ce genre de montant, eh bien, ça attire. Et donc, il y a plein de personnes qui se lancent corps et âme dans cette profession pour essayer justement eh bien, de capturer le maximum de fugitifs pour avoir aussi le maximum d'argent. Parce que qui dit gagner de l'argent dit aussi pouvoir réinvestir dans des outils de traque, dans plein de choses. Donc d'un côté, gagner de l'argent avec ça permet d'investir pour capturer derrière encore plus de personnes. Mais c'est quoi les méthodes de ces chasseurs? Est-ce qu'il y a une sorte de base particulière que tout le monde utilise un peu? Pas du tout. À part les fameuses affiches, là, les sortes de Wanted, il n'y a rien. C'est les seules informations qu'ils ont parce que c'est les seules choses par exemple que le FBI eh bien, peuvent fournir. Donc à partir du moment où on a l'affiche, tu te débrouilles. Et là où c'est compliqué, c'est que dans certains pays, la chasse à la prime est interdite. Par exemple, la fameuse Rouya Ignatova. Si elle est partie en France et que le chasseur de primes veut la capturer à Paris, il va avoir énormément de mal parce qu'en France, non, t'as pas le droit mon coco. Donc, sachant que les chasseurs de primes sont indépendants généralement, il n'y a pas vraiment de formation. On y va comme au McDo, on y va comme on est. Il y a quand même un petit business qui s'est créé autour de ça. Il n'y a pas de procédure fixe, chacun fait ce qu'il veut dans la limite des lois. Mais comment un chasseur qui veut se lancer peut donc eh bien, apprendre quelques bases? Et bien c'est simple, en allant à l'école. En France, on a des écoles de commerce, on a des facs de médecine. Aux États-Unis, ils ont la Bounty Hunter Training Academy, une école pour devenir chasseur de primes. Et tu as des sortes de matières et même un livre que je ne pense pas acheter parce que je n'ai pas l'intention de devenir chasseur de primes, en tout cas pour l'instant. Et pendant la formation, on va suivre plein de cours et qui sont, vous allez voir, assez axés violence. On a par exemple les principes du combat sans armes, la mentalité de combat, les postures de combat, l'équilibre, les déplacements, les parades, faire des prises pour pouvoir bloquer quelqu'un, des techniques d'étranglement, des techniques de palpation, de fouille,
Il y a aussi un cours dans la formation, cela il m'a fait un peu rigoler, c'est qu'on t'apprend comment défoncer une porte. Pour nous, ça pourrait être pratique quand on oublie nos clés. Bon, après, on a aussi des cours qui sont plus sur la logistique, hein. Comment faire du repérage dans une zone, comment gérer des endroits où il y a de la foule, comment utiliser des moyens de distraction, comment transporter le fugitif une fois qu'on l'a capturé en toute sécurité. Enfin, ça semble assez complet, très axé sur la violence, mais après, est-ce que c'est à tort? Bah, je suis pas si sûr que ça, parce qu'en face des chasseurs de primes, rappelons qu'il y a quand même des criminels. Donc, des personnes qui cherchent à fuir le système judiciaire et qui seraient potentiellement prêts à tout pour continuer de fuir le système judiciaire. Donc des chasseurs de primes se mettent aussi en danger en partant à la recherche de ces personnes. Donc savoir se défendre, c'est quand même un aspect primordial du métier de chasseur de primes. C'est un métier atypique, donc automatiquement il faut, je pense, une formation atypique. Et malgré tout ce que j'ai pu voir, et donc vous, tout ce que vous avez pu entendre, ça reste un métier assez mystérieux. Les chasseurs de primes, généralement, veulent rester discrets. Quoi de pire pour un chasseur de primes qu'un fugitif apprenne que quelqu'un est sur ses traces et est sur le point de le choper? Ça peut être des mois de travail qui sont réduits à néant, peut-être même des années d'ailleurs. Donc généralement, les chasseurs de primes restent assez discrets. Ça peut être aussi un peu long, hein, sachant que des tracks peuvent se dérouler sur une très longue période. Mais pour une personne, il s'est dit qu'il allait justement transformer son métier en soit sur une ligne aux deux extrêmes. Donc parfois barbant quand on fait des recherches et qu'on ne trouve rien, mais aussi très dangereux quand justement on fait face aux fugitifs. Donc cette personne dont je vais vous parler maintenant, au-delà du business assez juteux, des primes qu'il peut récolter, il a décidé de faire un business parallèle où il montre au grand public quel est son métier. Un homme qui s'est dit concrètement qu'il allait montrer ses captures aux yeux du monde entier. Cet homme, c'est Duane Chapman, surnommé Dog Chapman. Il est né le 2 février 1953 à Denver. Son père Wesley était un vétéran de la guerre de Corée et sa mère Barbara était une enseignante d'école du dimanche affiliée aux Assemblées de Dieu aux États-Unis. Wesley, donc le père, après être revenu de la guerre de Corée, est devenu soudeur pendant un temps, mais ensuite il s'est lancé dans le fameux métier de chasseur de primes. Un père qui était, selon ce que Duane a dit, violent, et Duane Chapman était quelqu'un qui aimait déjà un peu vivre pour le spectacle, il voulait être vu. Il avait des frères et sœurs et il affirmait à tout le monde qu'il avait des origines amérindiennes. Mais il se trouve que dans la réalité des faits, les documents ont montré qu'en réalité il n'en était rien, qu'il était simplement d'origine européenne. À 15 ans, notre homme rejoint un club de motards, les Devil's Disciples. Les disciples du diable en français. Ce club de motards était un club de hors-la-loi et pour pouvoir se consacrer pleinement à cette vie de bandit concrètement, il a décidé de fuguer de chez lui. Et c'est 8 ans plus tard, alors qu'il était âgé de 23 ans, le 15 septembre 1976, que Duane Chapman, accompagné de Donald Kuykendall, de Cheryl Fisher et de Ruben Garza, se sont rendus armés au domicile de Jerry Oliver. Un homme de 34 ans qui était connu pour vendre de la drogue, de la marijuana. Initialement, le plan du groupe, c'était de le cambrioler. C'est Donald Kuykendall qui est rentré dans le domicile pendant que le reste du groupe est resté à l'extérieur, et les choses ont dégénéré. Vers 23h40, Kuykendall a tiré sur la personne qui se trouvait chez lui, Jerry Oliver, à bout portant, sous l'aisselle avec un fusil à canon scié. Donc c'est le genre d'arme qui fait très mal, surtout à bout portant. Le groupe, après cela, a pris la fuite. La police est arrivée sur les lieux, la victime était encore consciente. Et connaissant le groupe qui l'a attaqué, il a donné le nom de Kuykendall et de Chapman, et quelques jours plus tard, il a perdu la vie suite à une opération chirurgicale qui devait normalement le sauver. Le 16 septembre, la police s'est rendue au domicile de Duane Chapman. Chapman a essayé de s'enfuir, mais il a été rattrapé. Il a été envoyé en prison, sa caution a été fixée à 10 000 $. Le reste du groupe a aussi été arrêté, et plus tard encore, le 22 juillet 1977, il y a eu le procès. Chapman, Kuykendall et Garza ont été déclarés coupables de meurtre, même si, dans les faits, Chapman n'a pas tiré sur la victime, il attendait à l'extérieur. Mais étant donné que c'est lui qui a fourni les balles à Kuykendall, il est considéré comme complice, et donc pour le jury qui était présent, ils l'ont déclaré coupable. Il a été condamné à 5 ans de prison, et c'est au bout de 18 mois de peine qu'il a été libéré sur parole. Là vous vous dites, Aken, je comprends pas du tout le rapport de cette histoire avec le reste de la vidéo. Tu nous parles de chasseur de primes, et maintenant tu nous parles juste d'un criminel. Justement, c'est là que tout prend sens. Pendant qu'il était en détention, Duane Chapman a réussi à maîtriser un détenu qui était sur le point de s'évader. Si jamais Chapman ne l'avait pas arrêté,
ce détenu aurait été abattu. Un gardien l'aurait félicité et c'est en fait cet événement-là qui l'aurait inspiré à devenir chasseur de primes. Sauf qu'il y a un couac pour lui dans sa profession, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, dans certains États, on peut porter des armes à feu, mais Chapman, lui, étant donné qu'il a été condamné pour un crime, n'a pas le droit justement d'avoir des armes à feu sur lui. Donc ça complique un peu sa profession. Mais bon, il a quand même l'inspiration, il se dit qu'il va tenter sa chance. Et justement, il a frappé un énorme coup. Vraiment, cette histoire de rédemption, alors rédemption le mot est peut-être un peu fort, mais passer de bandit criminel à accusé de meurtre quand même à chasseur de primes, c'est-à-dire quelqu'un qui ramène des personnes qui étaient comme lui dans le passé, et justement les débuts de sa carrière sont incroyables. Mais bon, il faut que je vous parle d'un autre homme juste avant. Cet homme, c'est Andrew Luster. En 2000, Andrew Luster a été arrêté après qu'une étudiante d'une université ait signalé à la police que ce fameux Andrew a abusé d'elle chez lui. Une enquête a été donc lancée et il a été découvert que Andrew n'en était pas à son coup d'essai, qu'il avait déjà drogué et abusé intimement de plusieurs femmes. Il avait utilisé du GHB, il avait même filmé les différentes agressions. La police a fait une perquisition au domicile de ce fameux Andrew et ils ont retrouvé les fameuses vidéos en question, donc il était dur pour lui d'échapper à une condamnation, ou en tout cas son arrestation. Sa caution, pour être plutôt sûr qu'il reste entre les mains des autorités, a été établie à 1 million de dollars. Pour vous faire un rapide topo sur ce qu'est une caution, ce n'est pas quelque chose qui absout quelqu'un de son crime, ça lui permet juste en fait d'être en liberté jusqu'au moment de son procès. Donc quand on a une petite caution, on la paye, on peut continuer en quelque sorte de vivre sa vie jusqu'au moment du procès, et ensuite là, il y a la condamnation. Mais les 1 million de dollars, c'est quand même une énorme somme. Et bien le fameux Andrew a réussi à les payer. Et ça se comprend plutôt facilement en fait quand on s'intéresse un peu à qui il est. Sa mère, c'était Elizabeth Luster, fille adoptive de Freda Factor, qui est elle-même la fille de Max Factor, le créateur d'une énorme entreprise de cosmétiques appelée Max Factor. Une entreprise qui a par exemple développé le maquillage waterproof pour le théâtre et le cinéma. Donc naturellement, avec le succès de cette entreprise, la famille avait énormément d'argent et donc Andrew avait de quoi payer la fameuse caution. Pour lui, 1 million de dollars, c'était pas vraiment un blocage. Et le truc, c'est que pendant cette période de liberté qu'Andrew Luster avait suite au paiement de sa caution, eh bien, il a pris la fuite. Il ne s'est jamais présenté à son procès. Il a donc été jugé par contumace et a été condamné à 124 ans de prison. C'est-à-dire qu'il a été jugé sans être là. Mais le problème principal, c'est que pour réaliser une condamnation, il nous faut le condamné. Et pour le moment, on ne sait pas où il est. L'affaire, sachant que c'est quand même un héritier d'une grande entreprise, a été largement médiatisée. Le grand public se disait que c'était inadmissible que quelqu'un coupable des crimes qu'il a commis puisse s'en sortir en ayant payé une caution d'1 million de dollars, sachant que la famille avait les moyens de les payer. Et en janvier 2003, le FBI a donc émis un mandat pour fuite illégale afin d'éviter les poursuites à l'encontre d'Andrew Luster. Et avec ce fameux mandat, d'autres personnes qui ne sont pas policiers ou shérifs, ou même membres du FBI, peuvent participer à la capture, dont les fameux chasseurs de primes. Et c'est là qu'on retrouve Dwayne Chapman, notre hors-la-loi, notre criminel reconverti. Le 18 juin 2003, donc quelques mois après l'écriture du mandat à l'encontre d'Andrew Luster, Dwayne Chapman fait la couverture des médias. Il a réussi à capturer Andrew Luster. Dwayne Chapman était assisté d'une équipe composée de son fils, Leland, et de son associé Tim Chapman qui ne faisait pas du tout partie de sa famille, comme son nom pourrait laisser le penser. Les 3 chasseurs de primes se sont rendus au Mexique pour capturer notre homme. C'est là-bas qu'ils l'ont retrouvé, et Andrew Luster en fait se planquait là-bas sous une fausse identité. Alors que le groupe de chasseurs était sur le trajet pour ramener Andrew Luster auprès des autorités, ils ont fait face à un problème. Ils ont été arrêtés et tous, chasseurs comme fugitifs, ont été emprisonnés. Dwayne et Leland, eux, ont été arrêtés pour suspicion de consommation de drogue. Et Luster, lui, quand son identité a été confirmée, a été extradé auprès des États-Unis. Mais le truc aussi qui ne joue pas en la faveur de Dwayne Chapman, c'est que la chasse à la prime au Mexique n'est pas autorisée. Donc, il patiente, emprisonné, il demande une libération sous caution, mais ils ne l'obtiennent pas. Ce n'est que après l'intervention de la femme de Dwayne Chapman, Beth, qui a mobilisé tout le monde, les médias, mais aussi l'opinion publique en disant qu'il était inadmissible que les chasseurs qui ont arrêté une personne recherchée qui avait commis des crimes abominables, eh bien, sont emprisonnés alors qu'ils devraient être plutôt célébrés comme des héros. Eh bien, on propose une libération sous caution. Mais encore une fois, la libération sous caution, comme je l'ai dit précédemment, ne veut pas dire clairement que les libérés sont vraiment libres. C'est juste qu'ils peuvent vivre
plutôt normalement en attendant une condamnation. Et donc, une des règles quand on est libéré sous caution, c'est de ne pas quitter le pays où on a été initialement emprisonné. Mais sous conseil de leur avocat, les Chapman décident de partir quand même. Donc, ayant commis encore une fois un crime, Dwayne Chapman et son fils deviennent à leur tour des fugitifs dans le monde entier. Et c'est le 14 septembre 2006, alors que le délai de prescription allait s'écouler, que les fugitifs sont arrêtés par des marshals américains à Honolulu. Tous les chasseurs de primes qui étaient là maintenant des fugitifs, et ça montre bien que le fait que les chasseurs de primes peuvent aider les autorités compétentes, mais ils ne bénéficient pas de protection judiciaire. Ils se sont fait eux-mêmes avoir. Et justement, ce qu'on leur reprochait aussi, au-delà de la suspicion de consommation de drogue, c'est d'avoir effectué une privation de liberté. Privation de liberté dans le sens où, comme je l'ai précisé avant, la chasse à l'homme n'est pas autorisée au Mexique. En plus, ils n'ont pas respecté leur obligation de rester dans le pays où ils avaient été emprisonnés. Donc pour toutes ces raisons, les autorités mexicaines voulaient que les chasseurs de primes soient extradés vers le Mexique pour réaliser des peines de prison. Finalement, c'est à Honolulu que les chasseurs de primes ont été jugés. Dwayne Chapman a dit qu'il avait été très bien traité par les marshals qui l'avaient arrêté et le juge a décrété que Chapman ne semblait pas être quelqu'un qui allait s'enfuir. Mais malgré tout, il a quand même imposé au groupe de chasseurs de porter des bracelets électroniques. La nouvelle caution fut estimée à 300 000 $ pour Dwayne Chapman et 100 000 $ pour Tim Chapman et les Landes. L'avocat des chasseurs de primes disait qu'il n'y a qu'un délit mineur qui a été commis, qu'il y avait juste un problème de traduction. Vraiment, il essaie de jouer la carte de tout ça n'est qu'un quiproquo, alors que pour les autorités mexicaines, il y a bel et bien là un crime important qui a été réalisé. Le 16 novembre 2006, un accord d'extradition a été réalisé. Et Chapman, lui, soupçonne qu'en fait, il faisait partie d'un échange de prisonniers entre les autorités américaines et mexicaines. Pour lui, il a été vendu pour récupérer un baron de la drogue qui se réfugie au Mexique. Plus tard, les bracelets électroniques ont été retirés aux 3 chasseurs de primes pour leur permettre de travailler. Et finalement, tout semble s'arranger pour Chapman parce que 29 membres républicains du Congrès ont signé une lettre demandant l'annulation pure et simple de l'extradition de Chapman vers le Mexique. Et finalement, le gouvernement mexicain a annoncé la suppression de la procédure légale, le temps de recueillir plus de preuves. Il y a eu beaucoup de parutions devant des tribunaux, beaucoup d'apparitions dans les médias de la part de Chapman et de ses avocats. Pour le gouvernement mexicain, il y avait quand même privation de liberté. Mais finalement, Chapman et son équipe ont pu être vraiment et définitivement libéré de toutes accusations car le délai de prescription était passé. Toutes les procédures à l'encontre de Chapman et de ses amis chasseurs, enfin son équipe de chasseurs, ont été annulées. Donc c'est à la fin de l'année 2007 que finalement Chapman est libre d'exercer de nouveau le métier de chasseur de primes comme il le peut. Mais vous voyez à quel point ce métier peut aussi être dangereux, pas que pour la vie d'un homme, mais aussi d'un point de vue judiciaire. Chapman aurait pu clairement passer quelque temps en prison au Mexique pour avoir simplement voulu ramener un tueur auprès des autorités américaines. Pendant des décennies, Chapman a traqué des fugitifs. Et au bout d'un moment, il s'est dit, pourquoi garder toutes ces histoires pour moi? Il décide donc de se présenter dans une émission qui s'appelle Take This Job, une émission qui consiste à présenter des métiers atypiques. Est-ce qu'il y a plus atypique que le métier de chasseur de primes? Je pense qu'en tout cas, c'est sûrement un métier qui intéressera beaucoup de monde, pas pour le pratiquer, mais en tout cas pour en découvrir un peu plus. Dans cette émission, bien sûr, Chapman parle de sa capture la plus célèbre, celle d'Andrew Luster, et il se trouve que ce fameux Chapman était quelqu'un, disons-le, de très charismatique. Donc le public a commencé à développer de l'intérêt pour lui, à s'intéresser au-delà de son métier à son personnage. Et justement, voyant que les gens l'appréciaient en quelque sorte, ou en tout cas qu'il l'intriguait, il a décidé de créer sa propre télé-réalité, Dog, son surnom, The Bounty Hunter, donc concrètement Dog, le chasseur de primes. Donc Dwayne Chapman, de 2004 à 2021 à peu près, dans différentes téléréalités qui le mettaient en avant, montrait comment il traquait clairement des fugitifs. Il y avait une télé-réalité, ça pouvait être où on le suivait pour traquer des personnes, une autre télé-réalité
Il aidait des bureaux qui cherchaient des personnes qui étaient en difficulté, hein, il n'arrivait pas vraiment à retrouver des individus, et bien il leur ramenait des personnes pour justement qu'ils se démarquent un peu. Enfin voilà, il a fait plein de choses en lien avec la chasse de primes dans sa carrière, dans le milieu de la télé-réalité, ce qui lui a fait avoir une certaine popularité, et qui dit popularité dit aussi parfois controverse. On a accusé parfois Dwayne Chapman d'avoir des propos voilà, pas vraiment élogieux par rapport aux personnes de couleur. Il s'en est excusé, il a eu des mots aussi vis-à-vis d'un président des États-Unis où il le comparait clairement à un certain moustachu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à la fin de l'année 2021, donc après toute cette période de télé-réalité, qu'il s'est consacré sur une autre grosse affaire, un peu à l'image de celle d'Andrew Luster, celle qui l'a vraiment fait connaître. Il s'est impliqué dans la recherche d'un meurtrier, celui de Gabrielle Petito, une américaine de 22 ans qui était connue pour faire de la création de contenu axée sur les voyages. Et elle a disparu, tragiquement, quand elle faisait un voyage en van avec son fiancé, Brian Laundrie. D'abord, tout suspectait ce fiancé parce qu'il est revenu tout seul du fameux voyage de manière précipitée avant la date retour initiale. Il a utilisé la carte bancaire de Gabrielle, la personne défunte, alors qu'il n'avait clairement pas le droit. Et finalement, vers la fin de l'année 2021, en septembre, on a retrouvé les restes de Gabrielle qui montraient, suite à une autopsie, qu'elle avait été frappée par de violents coups. Donc là, la thèse d'un accident est rapidement écartée. On sait que quelqu'un s'en est pris à elle. On suspecte toujours plus son fiancé, qui n'a avoué ce qu'il a fait qu'une fois que lui-même s'était donné la mort. Il était un fugitif, d'où le fait que Dwayne Chapman était à sa recherche, et on a retrouvé son corps dans un parc, avec à côté de lui un carnet dans lequel il confessait absolument tout ce qu'il avait fait à Gabrielle. Donc le crime a été résolu, l'auteur du crime n'a pas été puni car il était mort, mais sachant que l'affaire de base faisait énormément parler d'elle, Dwayne Chapman en a profité pour, encore une fois, gagner en notoriété. Aujourd'hui, Dwayne Chapman, ce fameux chasseur de primes américain, considéré par certains comme le plus connu, d'autres comme le meilleur, est âgé de 72 ans, un âge assez avancé pour courir après les criminels. Mais de toute manière, on dirait bien que sa passion continue de perdurer car Leland, son fils, lui, continue d'effectuer des chasses de primes. Donc il n'est pas compliqué de penser que, eh bien, cette passion de ramener les fugitifs auprès des autorités compétentes perdure, et ses enfants, sans nul doute, feront aussi vivre la légende de Dwayne Doc Chapman. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, j'ai adoré vous présenter tout ce que j'ai pu découvrir, mettre ça un peu sur le papier pour vous faire un récit assez complet et qui est une belle structure. J'espère que vous avez appris des choses concernant ce monde mystérieux des chasseurs de primes. Si ça vous a intéressé, je ne peux que vous conseiller de trouver des replays des émissions de télé-réalité de Dwayne Chapman. Alors j'en ai pas regardé, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, si c'est dans le cliché, si c'est très scripté ou pas. Je vous avoue que je n'en ai absolument aucune idée. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, j'espère que le plaisir a été partagé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, pas pour me raconter vos histoires de chasse de primes, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de chasseurs de primes dans les abonnés, mais pour me raconter une petite histoire effrayante qui vous est arrivée, ou juste pour suivre un peu l'actualité de la chaîne, voir les petites photos de mon chat, de la vie, etc. C'est toujours cool de partager tout ça avec vous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, marquez en commentaire Dog, le surnom de ce fameux Dwayne Chapman, comme ça je verrai qui est vraiment fidèle. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez plus de contenu un peu de ce type hors série, sur ce que je peux découvrir comme ça sur mon petit temps libre, c'est avec plaisir, dites-le moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut, j'ai plein de poils sur la main.